avec Emmanuel Beretta. Bonjour Monsieur Montebourg. Bonjour Monsieur Beretta. Je vais vous interviewer sur l'un des projets qui vous est cher, la 6e République. Ça fait longtemps que vous la défendez. Vous la définissez un peu plus concrètement dans ce livre. Et en fait, l'un des points principaux, c'est que le président que vous appelez de vos voeux n'est plus un patron de majorité, mais un arbitre. Oui. S'il est toujours élu au suffrage universel, comment équilibrer son pouvoir ? D'abord, je voudrais dire que ça existe dans de nombreux pays européens, qu'il y a des présidents élus au suffrage universel qui n'ont pas le pouvoir de gouverner, mais ils ont le pouvoir de rassembler les nations, d'intervenir dans les affaires publiques, de protéger les citoyens contre l'arbitraire, de défendre les collectivités, les corps intermédiaires, de défendre l'équilibre national. Donc je vous dirais qu'il ne faut pas croire que c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Mais au fond, vous rêvez d'un Juan Carlos élu par le peuple, quelque part. Non, d'un président exerçant des fonctions arbitrales qui nous font défaut aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'instance d'appel et de recours. Le président de la République et la puissance gouvernante, quand il fait des erreurs, n'a pas de recours. Et on a besoin, une grande nation comme la nôtre, d'avoir une instance arbitrale qui soit forte. Pas qu'il soit faible comme Émile Loubet ou Sadi Carnot, les présidents de la 3e République, ou de la 4e, les Vincent Auriol ou René Coty. Non, nous avons besoin d'une force d'équilibrage de la nation et de protection de la nation. Et nous ne l'avons plus. Lorsque nous avions les présidences Chirac ou Mitterrand, il y avait cette part d'arbitrage qui existait. Elle a disparu avec le quinquennat. Le fait que maintenant, ceux qui sont élus en même temps font tout en même temps. Alors justement, voilà. Vous proposez un mandat de 7 ans, on revient aux 7 ans, non renouvelable. Oui. Alors, avantage, je vois bien, c'est qu'un président de ce type peut prendre des décisions qui ont une portée sur 15 ans. Mais l'inconvénient, c'est que s'il ne se présente pas devant le peuple, il n'est plus responsable. Il n'aura pas les fonctions gouvernantes dans la mesure où, pour moi, et si je suis élu, s'il m'est donné de réussir ce défi, je serai le dernier président de la 5e République. Et nous aurons une République qui fonctionnera sur les compromis politiques dont nous avons besoin. Nous avons besoin de compromis qui durent. Je vous explique ce que je veux dire par là. C'est-à-dire où il n'y a pas des alternances qui défont en permanence ce qui a été fait avant, mais où on arrive à construire des accords durables entre les forces politiques, les forces sociales. Les forces sociales, les forces de la création économique ont besoin, surtout dans les difficultés que connaît aujourd'hui la nation sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan identitaire également et culturel, nous avons besoin de refaire des projets ensemble. Donc, on n'a pas les institutions pour ça. Par exemple, quel compromis, vous, Arnaud Montebourg, vous pourriez faire avec Nicolas Sarkozy ? Il a essayé d'un peu toiletter la Constitution. Par exemple, nous aurions pu, avec des gens raisonnables, normalement, ce qui n'est pas le cas de l'actuel président de la République, il en existe dans tous les camps. Il est possible, entre forces politiques et forces sociales, de bâtir des accords. Ça a été le cas sur l'écologie et le Grenelle. Nous avons voté ce texte. Bien. Nous pourrions imaginer, devant les graves difficultés de désindustrialisation que connaît ce pays, de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs et de nous mettre d'accord avec les syndicats, le patronat, la droite, la gauche, sur les conditions dans lesquelles nous allons nous y prendre pour faire face, dans la mondialisation, à l'extraordinaire compétition mondiale qui est en train de nous détruire. Non pas, d'une certaine manière, de prendre des revanches politiques et sociales d'un camp sur un autre, mais plutôt de construire un compromis où chacun échange des concessions. Nous n'avons pas d'arbitre pour cela, parce que M. Sarkozy, c'est une sorte de capitaine de clan. Je n'ose même pas dire de camp. Mais il y a une conception clanique du pouvoir. C'est Nicolas Sarkozy que vous mettez en cause ou les institutions ? C'est les institutions qui ont fabriqué ce type de président. Alors François Mitterrand s'y est levé admirablement dans cette 5e République. Il a eu tort. Je lui reproche de ne pas avoir transformé en profondeur, en profondeur le système politique. Il aurait pu le faire, il avait les moyens politiques. Oui, puis il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Votre 6e République passe aussi par un accès beaucoup plus large à l'information. Ça veut dire qu'on se met d'accord une fois pour toutes sur comment on compte le chômage, comment on compte l'insécurité, comment on compte les manifestants, ces chiffres, d'un côté la police, de l'autre les organisations syndicales, et on met tout ça sur Internet. C'est ce qu'a fait Barack Obama. Quand il a pris la Maison-Blanche, il faut expliquer à nos concitoyens ce que ça signifie. Quand il a pris la Maison-Blanche, il a créé une agence où toutes les données de son administration fédérale ont été mises pour être utilisables par les citoyens, l'opposition, les médias, tout le monde entier, les informations qui existent dans son administration. Pourquoi il l'a fait ? Au nom de la performance.
pour mieux dépenser l'argent public, pour faire en sorte d'ailleurs que le débat et le regard de la société sur la décision politique soient améliorés, meilleurs. Et ça produit des effets assez extraordinaires. Je suis en train de l'expérimenter dans mon propre département. Je vais proposer cela dans la campagne actuelle à nos concitoyens pour le faire sur des choses de la vie quotidienne. Aujourd'hui, la règle, c'est le secret. L'exception, c'est l'accès. Je voudrais l'inverser. La règle, ce serait l'accès. L'exception, le secret. Industriel, judiciaire, la vie privée, bref. Et ça permettrait, je crois, aux citoyens de s'emparer de la chose publique qui est la leur. Alors, vous voulez également... disons, multiplier les référendums d'initiative populaire. Si un groupe de citoyens, mettons plutôt à l'extrême droite, mettait en avant le rétablissement de la peine de mort, donc l'abrogation de son abolition, et que, ma foi, une majorité de Français y sont favorables, qu'est-ce que vous faites en tant que président ? Il ne pourrait pas le faire parce qu'un référendum d'initiative populaire ne peut pas violer la Constitution ou les conventions internationales. Et dans le droit actuel, ça serait contraire à nos conventions internationales et au droit constitutionnel. Donc il ne pourrait pas le faire. Et il faudra qu'il y ait un contrôle juridique sur les propositions de loi référendaires préalables. Voilà. Alors, la démocratie, c'est aussi les médias et leur indépendance. Votre collègue député Patrick Bloch a fait des propositions dans ce sens. Lui, il veut en gros donner l'autonomie aux rédactions, qu'elles puissent élire leur chef et au fond ne plus être dépendantes de l'actionnaire. Est-ce que vous approuvez ces propositions ? Oui, je les ai co-signés. Évidemment, c'est très désagréable pour un actionnaire de ne plus être maître chez lui, mais il est nécessaire. Mais il est nécessaire. C'est-à-dire que surtout, il peut ne plus venir. Oui, c'est ça. Je suis plus actionnaire. Pas tout à fait, parce que c'est l'esprit du contre-pouvoir. Il est nécessaire que, s'agissant de la liberté d'information, il y ait une sorte de charte déontologique derrière lequel chaque journaliste puisse s'appuyer pour dire ça je ne le ferai pas, ça je ne peux pas le faire, ça je dois le faire. C'est pas que je ne le ferai pas, c'est que je suis obligé de le faire. Ce qui permettrait d'une certaine manière de donner en quelque sorte des garanties aux citoyens qui ont besoin des médias. Nous avons besoin de médias dans la démocratie actuelle pour comprendre le monde et prendre des décisions. Chaque citoyen a un pouvoir, il peut prendre des décisions. Donc les médias sont très importants. Le principal média en France, c'est TF1. Vous avez eu des propos assez... désagréable pour eux, chaîne de tradition délinquante. Est-ce que c'était pas un peu excessif ? Est-ce que c'était pas pour vous une manière de rentrer dans cette campagne ? D'abord, à la manière de François Bayrou. C'était non seulement pas du tout excessif, mais très modéré, au regard de ce que j'ai retrouvé, les dossiers de TF1 qui n'ont pas été publiés par tous mes détracteurs. Il y a un casier au CSA depuis la naissance de TF1 qui est absolument consternant et navrant. Et je voudrais dire que je n'ai mis en cause dans cette affaire que l'entreprise et ses dirigeants, jamais les journalistes. Car les journalistes, eux, sont des salariés. Ils exécutent les décisions qu'on leur donne. Et je considère que la direction que TF1 a donnée à sa chaîne a abîmé beaucoup le débat démocratique dans notre pays, ont appauvri l'univers collectif des Français. Oui. En faisant quoi ? Bien, en déséquilibrant le débat. En faisant du divertissement. Et surtout en mettant en valeur, si j'ose dire, l'argent, la violence, excessivement, et dans des proportions qui d'ailleurs... Mais là, vous attaquez aux téléspectateurs, c'est-à-dire aux citoyens vers lesquels vous voulez vous tourner pour faire une république plus démocratique, car après tout, si une chaîne de télévision fonctionne, c'est tout simplement parce que les gens la regardent. D'abord, beaucoup de gens, un nombre considérable de téléspectateurs la regardent moins. Deuxièmement, moi aussi je la regarde. Mais je la désapprouve. Et d'ailleurs, les enquêtes démontrent que ceux qui regardent parfois leur chaîne de télévision la désapprouvent. Donc, il ne s'agit pas de s'incliner devant, l'audimat. Il s'agit de dire ce qu'il est bon ou mauvais pour une nation. Et dans notre pays, on consacre des milliards à l'éducation nationale, à essayer d'éduquer nos enfants. Quand une chaîne de télévision repasse derrière à vil prix pour les déséduquer, je pense que ça pose un problème. Vous pensez aux experts Écoutez, tout a été dit dans ma lettre à Nonce Paolini. J'ai donné les taux de violence, le niveau des divertissements, des jeux Koh-Lanta, les valeurs que ces émissions charriaient. Et d'ailleurs, M. Paolini est incapable de me répondre. Lorsque M. Lelay disait « Je vends du cerveau disponible à Coca-Cola », on a parfaitement compris dans quel mépris il tient les Françaises et les Français.